Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Marc-André Cossette. Bienvenue à l'essentiel. L'Iran annonce aujourd'hui l'ouverture complète du détroit d'Ormuz à la navigation commerciale. Cette voie maritime cruciale pour le pétrole mondial, paralysée depuis le début de la guerre il y a plus de 6 semaines. Une ouverture valable pour l'instant uniquement pour la durée de la trêve au Moyen-Orient. Le président américain Donald Trump a réagi rapidement sur les réseaux sociaux, saluant l'annonce de l'Iran avec enthousiasme. Mais plus tard dans la matinée, il précisait que le blocus naval américain sur les navires en provenance et à destination des ports iraniens reste bel et bien en place. L'Iran n'a jamais formellement fermé le détroit, mais depuis le déclenchement de la guerre à la fin février, ses forces ont attaqué des pétroliers et miné une partie du passage, réduisant drastiquement le trafic. Le président Trump affirme que Washington et Téhéran sont désormais très proches d'un accord de paix. Pour en discuter, je reçois Francis Perrin, directeur de recherche à l'Institut de Relations internationales et stratégiques à Paris et chercheur associé au Policy Center for the New South. Monsieur Perrin, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir et merci de votre invitation. L'Iran dit que le détroit est désormais ouvert, mais le blocus américain reste en place. Des mines jonchent toujours les eaux et les navires doivent emprunter des couloirs autorisés par l'Iran. Est-ce que le pétrole va vraiment se remettre à circuler dans les prochains jours? C'est une question majeure et comme cela vient d'être annoncé, on est obligé d'être extrêmement prudent par rapport à la réponse à votre question. L'Iran annonce que le détroit est complètement ouvert, mais qu'il faudra quand même passer par ces conditions pour le passage sûr, ce qui veut dire s'entendre avec le gardien de la Révolution. Il ne dit pas un mot de ce fameux péage, mais on peut penser que lorsqu'il dit qu'il faudra s'entendre avec lui pour des raisons de sécurité, cette question n'est pas encore réglée. Comme vous l'avez rappelé dans votre question, de son côté, le président Donald Trump a indiqué que pour l'instant, il maintenait le blocage maritime des ports iraniens par les forces armées américaines. Est-ce que, si c'est vrai, est-ce que l'Iran voudrait vraiment débloquer le détroit d'Ormuz quand ses propres ports et ses propres navires seraient bloqués par les États-Unis? Cela me paraît évidemment peu évident. À supposer que tout se passe bien dans les jours qui viennent, et je dis uniquement dans les jours qui viennent, est-ce que les compagnies de transport maritime vont se précipiter pour passer par Ormuz? Probablement, elles vont attendre un petit peu pour voir si vraiment la situation semble se stabiliser et pour combien de temps. Donc, au mieux, on aura sans doute une ouverture prudente d'Ormuz, mais il y a encore beaucoup de conditions à remplir avant que l'on puisse revenir à la situation qui avait précédé le 28 février 2026, c'est-à-dire une circulation normale. Rappelons que un jour normal, c'est-à-dire avant la guerre, passait par Ormuz plutôt, environ 130 à 140 navires par jour. Le président Trump affirme également que son pays, l'Iran, sont, je cite, très proches d'un accord de paix, mais les enjeux restent immenses. Le programme nucléaire iranien, des réparations de guerre, le contrôle du détroit que vous évoquez justement. À ce stade, à quel point est-ce qu'un accord est vraiment réaliste selon vous? Lorsque le président Trump dit, et ce n'est pas la première fois, qu'un accord est très proche, est à portée de main, il faut prendre ces déclarations avec beaucoup de prudence. Le président américain peut être parfois très optimiste, ou sembler être très optimiste, ou donner l'impression qu'il est très optimiste. Cela permet souvent de jouer avec les marchés, notamment avec les marchés pétroliers, en faisant baisser les prix du pétrole. À plusieurs reprises depuis le début de cette guerre, lorsque Donald Trump a dit bientôt la guerre sera terminée, bientôt il y aura un accord, l'Iran veut absolument un accord, sur les marchés pétroliers, à Londres, à New York, à Singapour, sur les grandes places financières mondiales, les prix du pétrole ont baissé, parfois de façon significative. Comme vous l'avez rappelé également dans votre question, à ce jour, les divergences de fond entre Téhéran et Washington sont tellement importantes qu'on voit mal comment il pourrait y avoir un accord rapide, que l'on puisse rapidement reprendre des négociations sous la médiation du Pakistan, c'est possible. Mais entre reprendre des négociations qui avaient échoué la première fois après 21 heures et arriver à un accord de paix avec des positions de départ aussi opposées, aussi contradictoires, là ce serait vraiment un miracle. Et en géopolitique,
il ne faut pas vraiment croire au miracle. Il y a les dossiers que vous avez rappelés, le nucléaire. Quel enrichissement de l'uranium en Iran, hors de l'Iran, quel taux d'enrichissement, quelle éventuelle suspension de l'enrichissement pour combien d'années, que se passe-t-il pour ces 440 kilos d'uranium enrichi à au moins 60%? Est-ce qu'ils restent en Iran? Est-ce qu'ils sortent de l'Iran sous contrôle américain? Que fera l'AIEA, l'Agence Assad de l'énergie atomique, dans cette affaire? Que se passera-t-il pour le programme de missiles balistiques de l'Iran? Que se passera-t-il de ce qu'on appelle à Téhéran l'axe de la résistance? Cet ensemble de milices et de groupes, souvent chiites au Moyen-Orient, avec les fameux 3 H, le Hezbollah au Liban, le Hamas à Gaza, les Houthis au Yémen. Donc plein de questions. Rappelons que ce n'est pas la première fois que ces deux pays négocient. Avant, c'était indirect. Ils ont négocié au printemps 2025. Ça s'est terminé par une guerre en juin 2025. Ils ont négocié en février 2026. On a une guerre à partir du 28 février 2026. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on aura encore une guerre dans les semaines qui viennent, mais il faut être très prudent, je ne dis pas forcément sceptique, mais très prudent sur la capacité des deux protagonistes à s'entendre autour d'une table de négociation et pas seulement en échangeant des drones, des missiles, de l'artillerie et des bombardements. Très rapidement, parce qu'il nous reste seulement 30 secondes pour la réponse, le blocage du détroit, on le sait, avait déjà provoqué des pénuries énergétiques en Asie. Hier, l'Agence internationale de l'énergie prévenait que l'Europe n'aurait peut-être plus que 6 semaines de carburant d'aviation. Rapidement, quelles perturbations anticipez-vous dans les prochains mois et qu'est-ce qui sera le plus difficile à résoudre? Je sais que c'est une grande question, mais dans 30 secondes. Le blocage d'Ormuz a eu deux conséquences. Une flambée des prix du pétrole et du gaz, et un début de pénurie, notamment de pétrole, de produits raffinés sur les marchés asiatiques. Rappelons que l'Asie, dans les dernières années, c'était 80 à 90% du pétrole et du gaz passant par Hormuz. L'Europe n'a pas encore été touchée, mais comme le dit à juste titre l'AIE, si la guerre et la pénurie et la crise énergétique durent, il y aura des problèmes, pas seulement en Asie, mais dans le monde entier. Nous avons tous des problèmes de prix, parce que les prix ont augmenté pour le monde entier, nous parlons de marchés mondiaux. La pénurie est plus régionale en Asie, elle pourrait devenir mondiale si on ne trouve pas rapidement une solution à cette guerre et à cette crise énergétique. Francis Perrin, directeur de recherche à l'Institut de relations internationales et stratégiques à Paris, merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce soir. Bien apprécié. Merci beaucoup à vous.